Nous accueillons maintenant M. Pierre Gay, qui est directeur de l'exploration chez Minéraux Rares Quest. M. Gay est un géologue possédant 24 ans d'expérience dans le domaine de l'exploration minière, du développement minier ainsi que de la production minière. Avant de se joindre à Quest Minéraux Rares en 2009, il a été géologue pour Inco et Valley Inco pendant près de 20 ans. M. Gay a travaillé sur plusieurs projets dans le camp minier de Sudbury et sur plusieurs projets miniers en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Il a obtenu son baccalauréat en géologie et en génie géologique de l'Université du Québec à Chicoutimi en 86 et 87 respectivement. Il est membre de l'Ordre des géologues du Québec et aussi membre de l'Association des prospecteurs et développeurs du Canada et de l'Ontario. Il nous présente maintenant le gisement de terres rares de la zone B de Strange Lake, une mise à jour de sa géologie et de ses ressources minérales. À toi. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à remercier l'association d'avoir invité Quest Rares Minéral pour faire cette présentation sur son gisement de la zone B sur le projet de Strange Lake. La présentation d'aujourd'hui s'intitule La géologie, l'altération, minéralisation et les ressources minérales du gisement de la zone B à Strange Lake. Juste pour vous mentionner, c'est que cette présentation a été traduite de l'anglais au français. Donc, vous allez retrouver dans le texte des figures avec du texte en anglais, également aussi certains tableaux avec du texte en anglais. Prochaine. OK. OK, juste notre disclaimer ici. Il semble que c'est une page qui est quand même difficile à traduire en français. Juste pour vous donner ici un plan de la présentation. En premier, je vais vous présenter le projet de Strange Lake avec sa localisation, parler aussi brièvement de sa géologie, les divers travaux de forage que l'on a accomplis depuis le début de la découverte, qui était en été 2009. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de grandeur de l'énormité des travaux qu'on en a accomplis dans une période qui s'échelonne sur 12 mois. Par la suite, je vais vous parler aussi de la nouvelle mise à jour au niveau du calcul des ressources. Ensuite, on va parler du gisement de la zone B en tant que tel, vraiment aller un peu plus profond au niveau de sa géologie, ses altérations, les textures, également aussi les altérations qu'on en observe, principalement aussi la grosse caractéristique du gisement de la zone B, c'est les pegmatites. Donc, je vais vous parler quand même plus en détail au niveau des pegmatites. Vous parler également aussi de leur distribution, des orientations des pegmatites, des différentes zonations minérales que l'on observe également à l'intérieur des pegmatites. Et pour finir, on va brièvement regarder aussi la minéralogie des terres rares au gisement de la zone B, sans aller trop dans le détail parce que la liste est énormément longue. On parle d'au-delà d'une centaine de différents minéraux de terres rares à la zone B. Avant de débuter cette présentation, j'aimerais mentionner que Quest Rares Minéral, depuis 2008, on a un partenariat avec l'Université McGill à Montréal. Okay? Dans un sens, c'est pour financer de la recherche reliée au système riche en terres rares. On a présentement plusieurs thèses de maîtrise, 2 thèses entre autres qui ont été complétées tout dernièrement. On a également présentement des thèses de doctorat et de post-doctorat qui sont en train d'être faites. Ces thèses-là sont dirigées par le professeur Anthony William Jones et avec les étudiants qui sont énumérés ici. Comme j'ai mentionné, on a déjà 2 thèses de maîtrise qui sont complétées. Une thèse sur la minéralogie des terres rares à Strange Lake, qui a été écrite par Alexandre Brossoliard. On a également aussi une autre thèse de maîtrise qui est présentement en train d'être complétée, qui, comment dit, sur notre autre projet de Misery Lake,
thèse qui est présentement en train d'être complétée par Laura Petrella. Et on a ici, comme j'ai mentionné, d'autres thèses de doctorat, post-doctorat qui sont en train d'être présentement travaillées là, uniquement sur le projet de Strange-Lake et le gisement de la zone B. Donc, le projet de Strange-Lake est localisé dans le nord québécois, le long de la frontière entre le Québec et le Labrador. C'est le point orange que vous voyez ici. Le projet est localisé à environ 125 km à l'ouest de Voisey Bay et environ 225 km au nord-est de la ville de Shefferville. Tout ce qui est, mettons, support au niveau du projet, autrement dit, on utilise principalement deux réseaux. On a le réseau ferroviaire qui relie Shefferville jusqu'à... Pardon, je pense qu'il y avait un genre de timer CLP avec la présentation. C'est ça, on utilise le réseau ferroviaire qui relie cette île jusqu'à Shefferville et également aussi la route qui va de Baie-Comeau jusqu'à Happy Valley Goose Bay. À partir de ces deux localités-là, tout le reste, autrement dit, le transport, l'équipement, matériel, contracteurs, employés, se fait par avion jusqu'au projet de Strange-Lake. Heureusement, à Strange-Lake, quand Quest a acquis, autrement dit, le projet, il y avait déjà sur place une piste d'atterrissage qui avait été construite par la compagnie Aéronor dans le début des années 80. Cette piste-là nous a sauvé énormément de problèmes, aussi surtout en ce qui a trait à la logistique, sauve également énormément de coûts, de frais d'exploration. Maintenant, pour parler de la géologie à Strange-Lake, la géologie quand même est assez simple. Elle paraît simple, mais par contre, on a fait quand même un programme de cartographie détaillé cet été. On a démontré vraiment que le système est un peu plus complexe que démontré ici. Mais en grosse partie ici, le projet, autrement dit, la propriété consiste en une intrusion granitique alcaline qui est circulaire, peu déformée, avec un diamètre d'environ 6 km. Okay? Cette intrusion-là est datée à 1,24 milliard d'années. Cette intrusion-là, autrement dit, est en contact ici avec des roches, des gneiss archéens en vert et également ici en contact avec une monzonite quartzifère en beige. On remarque au niveau de l'intrusion, qu'on a différentes unités. Une unité ici en rose pâle, qui est autrement dit un granit hypersolvus, et l'unité ici en rose foncé, qui est un granit subsolvus. Je vais revenir avec d'autres diapositives pour vraiment donner un peu plus, autrement dit, différencier la minéralogie entre ces divers types de granit. Ici, en blanc, on a justement la frontière entre le Québec et le Labrador. Ici, en pointillé en noir, on démontre, autrement dit, la bordure, autrement dit, est de la propriété de Quest Rare Minéral. Bien entendu, à l'intérieur de cette intrusion alcaline-là, on retrouve deux gisements. Un premier gisement qui a été, autrement dit, trouvé vers la fin des années 70 par Aéronor, qui est le gisement de la zone principale, ou dans le temps qui était appelé zone A par Aéronor. Bien entendu, les ressources qui ont été définies au niveau de ce gisement-là ne sont pas conformes avec le 4301. On peut observer ici, au niveau de la zone principale ou la zone A, qu'il y a quand même une légère partie du gisement qui semble être du côté du Québec. L'autre gisement qu'on retrouve, c'est le gisement de la zone B, gisement qui a été découvert à l'été 2009 par Quest Rare Minéral. Une particularité aussi au niveau de l'intrusion, c'est qu'on observe ici, on a différentes unités. Autrement dit, on retrouve quand même des gneiss qui recouvrent, autrement dit, le sommet de l'intrusion. Même également aussi, on retrouve également des genres qui ne sont pas vraiment des enclaves, mais des affleurements de monzonite quartzifère.
Tout ça pour dire que finalement, il semble que le toit de l'intrusion a été quand même très peu érodé, donc bien préservé. On va voir à un moment donné, en regardant certaines sections de forage, à un moment donné, l'importance, dans un sens, que l'intrusion a été peu érodée. OK, juste pour définir les différentes unités géologiques qu'on retrouve à l'intérieur du granit alcalin à Strange Lake. On a essentiellement 3 unités principales. La première, qui est notre granit hypersolvus, qui est la plus vieille unité. C'est elle qui a été datée à 1,24 milliard d'années. C'est l'unité qui est la moins différenciée. Elle se distingue facilement du granit subsolvus, surtout par sa faible concentration en éléments de terre rare et également aussi en zirconium, niobium. Sa minéralogie consiste en un seul feldspath, donc on retrouve ici un assemblage de perthite avec du quartz, l'arvetsonite, qui est notre, autrement dit, notre amphibole sodique, avec plus ou moins de l'albite et également aussi une faible concentration en éléments en minéraux de terre rare, puis en éléments aussi incompatibles. Le deuxième granit qu'on retrouve, c'est le granit subsolvus. C'est, autrement dit, l'unité la plus volumineuse. C'est l'unité d'importance à Strange Lake. C'est une unité qui consiste en 2 feldspaths avec l'albite, l'orthoclase, encore là, l'arvetsonite. Par contre, on commence à retrouver des silicates de zirconium, tels que l'ilpidite, également la guittinsite. Et, bien entendu, on retrouve une plus forte concentration en métaux de terre rare et également aussi en minéraux d'éléments incompatibles, qui est beaucoup plus élevé comparativement à notre granit hypersolvus. Finalement, l'unité la plus importante, ce sont nos pegmatites et les aplites. Okay? Bien entendu, les pegmatites et les aplites sont très enrichis en éléments de terre rare, également aussi en éléments incompatibles. Les pegmatites se retrouvent surtout sous la forme de feuillets, de veines, de lentilles, de genres de pods. Les épaisseurs sont variables. Ça peut varier de quelques centimètres et aller à plus de 30 mètres d'épaisseur. Au point de vue de la minéralogie, au niveau des pegmatites, c'est essentiellement la même minéralogie qu'on retrouve dans le granit subsolvus. Mêmes assemblages, par contre, un accroissement en minéraux de terre rare. Une particularité aussi au niveau des pegmatites, ça c'est à partir aussi à un moment donné des études qui ont été faites par l'équipe d'Anthony Williams-Jones, c'est qu'on a démontré qu'on a une zonation texturale et verticale. Quand je dis verticale, je vais vous expliquer plus tard avec d'autres diapositives. Ici, juste pour donner un ordre de grandeur, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a fait des travaux échelonnés, mettons, c'est sûr qu'on parle, mettons, ici peut-être d'une période de 3 ans, mais en réalité, notre fenêtre de travail sur le projet consiste en une fenêtre qui va de 2 mois et demi à peu près à 4 mois, de la période estivale. Tout est héliporté. On a quand même fait des campagnes de forage d'hiver qui ont été extrêmement pénibles, très difficiles, puis qui sont également aussi très onéreuses. Donc, on cherche à éviter. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est profiter de cette fenêtre-là pour vraiment essayer de faire le plus de travaux. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en 2009, l'été 2009, lorsqu'on a fait la découverte de la zone B, on a foré un total de 19 trous. Puis, si on regarde en progressant jusqu'à l'année 2011, vous pouvez voir à un moment donné l'accroissement substantiel du nombre de trous de forage, puis également aussi de mètres forés. On passe de 2 000 mètres à 15 000 mètres à 25 000 mètres en 2011. Ici, en 2012, la raison pourquoi il y a très peu de forage, mais c'est tout simplement que l'équipe d'exploration, on avait, comment dit, complété la définition, autrement dit, au niveau du gisement de la zone B. L'ingénierie, autrement dit, est rentrée, l'étude de faisabilité a débuté. Donc, lentement, l'équipe d'exploration se faisait pousser. Donc, ici, juste pour donner un ordre de grandeur encore, on parle d'un total d'environ 320 trous de forage qui ont été forés pour environ 42 000 mètres de forage. Puis ça, je parle d'une période de 12 mois pour effectuer ces travaux-là.
12 mois pour effectuer ces travaux-là. La nouvelle mise à jour des ressources minérales sur le gisement de la zone B, c'est justement Quest a émis un communiqué de presse tout dernièrement avec les nouveaux résultats. On a fait, en tout cas, on a augmenté substantiellement ici les tonnages au niveau de nos ressources indiquées. On est présentement rendu à 278 millions de tonnes à une teneur de 0,93 % en oxyde de terre rare. De ça, on retrouve à l'intérieur de ce 0,93 % d'oxyde de terre rare une concentration de 39 % d'éléments de terre rare lourde. Ce chiffre-là a augmenté substantiellement à partir de 2011 à 2012. Comme je vais démontrer, on a foré environ 220 trous de forage à l'été 2011. Ces 220 trous-là ont été justement utilisés pour la nouvelle mise à jour ici au niveau de nos calculs de ressources. On est passé de 140 millions de tonnes de ressources dans les catégories indiquées en 2011 à pratiquement 280 millions de tonnes en 2012. De ces 278 millions de tonnes dans la catégorie indiquée, on a divisé le tout en deux différents domaines. Le domaine des granites, avec environ 258 millions de tonnes, et ce qu'on appelle ici une zone enrichie avec 20 millions de tonnes, avec une teneur de 1,44 % d'oxyde de terre rare. Et là, si on regarde la proportion en éléments de terre rare lourde, on remarque également aussi un accroissement substantiel. On est rendu à 50 % de terre rare lourde dans les 20 millions de tonnes dans la zone enrichie. Qu'est-ce que c'est que la zone enrichie? C'est nos zones de pegmatite. Je vais vous démontrer tout à l'heure que la géométrie du gisement est extrêmement intéressante et même favorable, autrement dit, à l'exploitation à ciel ouvert. Cette zone enrichie-là est pratiquement à l'interface entre le morte-terrain et le bedrock. Donc, on parle d'une zone pratiquement à la surface. En plus, avec la mise à jour des ressources minérales, on a également aussi augmenté nos ressources dans la catégorie inférée. On est présentement rendu à 214 millions de tonnes avec une teneur d'environ 0,85 % d'oxyde de terre rare. En 2011, on avait reporté des ressources inférées de 90 millions de tonnes avec une teneur similaire. Donc, une particularité qui est très intéressante au niveau du gisement, c'est que d'année en année, en augmentant le nombre de forages, la définition, la teneur demeure pratiquement la même. Donc, ce que ça nous dit, c'est que finalement, les concentrations minérales en terre rare dans le gisement sont quand même uniformes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur de la zone du gisement de la zone B. Ici, on a une vue aérienne. Okay, on regarde vers l'est. Ici, on a le camp tel qu'il est présentement. On a ici les anciens, autrement dit, campements ou bâtiments d'Aéronor qu'on utilise présentement comme storage. Ici, on a justement la piste d'atterrissage, qui est environ 2300 pieds de longueur. Le gisement de la zone B, ici, ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous avez regardé, c'est où sont les concentrations d'arbres. Okay? Donc, ici, on a le gisement, l'empreinte, autrement dit, du gisement de la zone B. On parle d'une superficie, mettons, en longueur qui va jusqu'à 1,4 km, puis dans la section la plus large, environ 500 mètres de largeur. On change de saison. Même vue aérienne, en regardant vers l'est. Le campement tel qu'il était à l'été 2010. Encore là, les anciens campements d'Aéronor. La ligne pointillée ici en noir représente le contact entre le granit alcalin et les roches encaissantes qui sont nos monzonniers de quartzifère de ce côté-ci. Et du côté est, les gneiss d'orge archéen.
On retrouve également aussi ces niaises-là, comme je disais tout à l'heure, on les retrouve sur le sommet ici de la colline, qui nous suggère que finalement, l'intrusion de Strange Lake, le sommet, autrement dit, a été peu érodé, donc le tout a été bien préservé. Ici, les lignes en rouge, autrement dit, définissent la zone que l'on appelait précédemment le Pegmatite Spine, qui est dans un sens ce que l'on appelle présentement notre zone enrichie. Cette zone enrichie-là fait une longueur d'environ 1,1 km et dans la section la plus large, on a environ une largeur d'environ 400 mètres. Une vue en plan ici, juste pour démontrer un ordre de grandeur du nombre de trous de forage qui a été foré sur le projet. Bien entendu, ici, en bleu, on démontre les trous forés en 2009. L'espacement entre les trous était de l'ordre d'environ entre 150 et 200 mètres. En 2010, on est revenu justement pour compléter, autrement dit, du infilling, du remplissage. On a rétréci, autrement dit, la maille environ 75 à 100 mètres. Et à l'été 2011, avec les 200 quelques trous que l'on a forés, on a resserré la maille à 50 mètres. Ici, la ligne pointillée en noir démontre, autrement dit, la limite du pit tel que proposé. Ça, c'était en 2011. Il y a de toute façon, il y a une nouvelle limite qui va être proposée bientôt par l'intermédiaire de l'étude de préférabilité. Ici, vous observez des trous de forage ici que l'on a effectués ça durant l'hiver 2011, parce que, comme tel, la zone minéralisée, oui, se poursuit sous le lac Brisson. Les prochaines diapositives, je vais vous juste démontrer ici deux sections de forage, une dans la partie ouest ici, puis une directement au cœur du gisement de la zone B, juste pour vous démontrer un peu justement la zone enrichie, les fameuses pegmatites. Donc, la première section localisée dans le coin sud-ouest. Okay. Ici, ce sont nos granites subsolvus. Tout ce qui est en rouge, ce sont justement nos fameux feuillets, nos veines lentilles de pegmatite qui sont riches, bien entendu, en éléments de terre rares, surtout en éléments de terre rares lourds. On peut voir ici qu'on a quand même plusieurs feuillets superposés. Ici, la section, on regarde vers le nord-est. Oups. En brun ici, bien entendu, c'est le morte-terrain. Donc, comme j'ai mentionné, on a des épaisseurs de morte-terrain de l'ordre de 2 à 5 mètres au-dessus du gisement de la zone B. La ligne en jaune ici représente justement la limite du pit pour une opération de 25 ans. Les lignes en blanc ici représentent les trous de forage. Vous pouvez voir quand même qu'il y a des forages qu'on a retournés dans un sens parce qu'on avait carrément arrêté toujours dans la minéralisation. Ici, on parle toujours de ce qu'on appelle ici le domaine granitique, qui est du minerai. Par contre, cette zone-là, c'est vraiment la zone enrichie où on a, mettons, plusieurs feuillets de pegmatite. Donc, on peut remarquer au niveau de l'altitude que les feuillets sont pratiquement subhorizontales. Les pendages vont varier. Ce qu'on en observe, c'est que c'est un genre d'effet de dôme, c'est qu'en allant plus vers le nord, on remarque que le pendage descend aussi vers le nord, puis en se dirigeant vers le sud-sud-ouest, le pendage aussi se dirige vers le sud-sud-ouest. Donc, on remarque une genre d'effet de dôme. Puis, en allant d'une section aussi, on va remarquer une genre d'ondulation qui est continue d'ouest en est. Une autre section ici démontrer encore plus, à un moment donné ici, la quantité de pegmatite qu'on retrouve justement dans la zone enrichie. Ici, on parle juste pour vous donner un ordre de grandeur, si vous avez l'échelle, on retrouve des pegmatites là, qui vont chercher 25 à 30 mètres d'épaisseur. On remarque que les pegmatites, les lentilles sont très continues. Encore là, l'effet de dôme. Okay, je vais accélérer, peut-être que je prends un peu trop de temps. Ici, c'est une vue en plan. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement projeté à la surface tout ce qui contenait, autrement dit, 1% et plus d'oxyde de terre rare. Donc, ça démontre, autrement dit, un peu le genre de footprint que l'on a avec la zone enrichie. La ligne pointillée en noir ici,
c'est encore là, c'est la limite du pit pour une opération de 25 ans. Donc, on peut observer ici qu'on a quand même une très, très bonne empreinte ici au niveau de la minéralisation. Puis comme je dis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement projeté la minéralisation à l'intérieur des premiers 25 mètres. La minéralisation d'intérêt est vraiment à la surface ou très près de la surface. Pour vous le démontrer ici, je vais vous démontrer une longitudinale ou très près de la surface. Pour vous le démontrer ici, je vais vous démontrer une longitudinale qui est selon la ligne ici en noir. OK. Ça, c'est une compilation. On a tout compilé, autrement dit, toutes les teneurs. Pour quand même, on a pris quand même, comment je pourrais dire ça, là, en anglicisme, un slab d'environ, mettons, 100 mètres. On a tout inclus, le taux de forage là-dessus. Après ça, on a démontré les teneurs en oxyde de terre rare. Ici, vous pouvez voir au niveau de l'échelle, tout ce qui est dans le rouge contient au-delà de 1 % d'oxyde de terre rare. Donc, vous pouvez voir ici, la ligne en noir ici correspond encore là, c'est notre limite de pit pour une opération de 25 ans, tous nos trous de forage. Vous pouvez voir vraiment que la zone d'intérêt, la zone enrichie, est directement à la surface. Ici, ce qu'on a, simplement, c'est simple, le mort de terrain. Démontrer un petit peu ici qu'est-ce qu'on observe au niveau de zonation, au niveau de la minéralisation. Ici, on a juste une section stratigraphique d'un trou de forage. En brun, c'est le mort de terrain. Ici, en mauve, ce sont nos granites subsolvus. Et la section en rouge ici représente la pegmatite, notre jaune enrichi. Ce que l'on observe au niveau de certains éléments, c'est que, bien entendu, on observe un enrichissement. À mesure qu'on se dirige vers le cœur de la pegmatite, on observe un enrichissement au niveau des terres rares. On a un effet d'éponte, autrement dit au contact, où on a une forte concentration de zirconium. Puis bien entendu, toujours en se dirigeant vers le cœur de la pegmatite, on observe un accroissement en fluorine et également aussi au niveau des terres rares lourdes. Juste une autre section ici, un peu démontrer le même principe, que mettons vers le cœur de la zone enrichie, on a une augmentation de la concentration des oxydes de terre rares, également aussi de la fluorine ici, également aussi des terres rares lourdes, puis avec un genre d'effet d'éponte où on remarque vraiment une forte concentration de zirconium au contact entre les pegmatites puis les granites subsolvus. Juste pour vous démontrer de quoi ça a l'air, tout ça en regardant les carottes. Okay. Ici, je représente une section où ce qu'on a ici en gris le granit, la pegmatite en jaune. Une chose qu'on a observée à partir des études qui ont été faites par les étudiants, c'est qu'on a observé des zones poreuses près des contacts, puis vers le cœur, comme je démontrais tout à l'heure au niveau, mettons, du log stratigraphique, on a un enrichissement en fluorine, également aussi un enrichissement en terres rares lourdes. Voici ce que ça a l'air au niveau des carottes de forage. Ici, on est en marge au niveau des épontes. Donc, ce qu'on observe, on a nos pegmatites avec des épontes riches en zirconium. Donc, on retrouve cet assemblage de minéraux-là, l'albite, la guittincite, le quartz, les amphiboles, les gyrines, l'hématite, les terres rares. Okay. Généralement, ce qu'on voit, une autre photographie ici, c'est que quand même la granulométrie est fine. On ne parle pas encore là vraiment d'une granulométrie grossière. Encore une autre photo. Maintenant, si on se dirige vers la zone poreuse, ici, on observe vraiment une très forte hématisation. On commence aussi à absorber les générisations. Autrement dit, on altère nos amphiboles en pyroxène. On observe une très forte altération en hématite et gyrine. Puis également aussi, on commence à voir des cavités. Donc, on pense vraiment qu'il y a eu du lessivage, soit, mettons, par des fluides hydrothermaux, pour créer, autrement dit, ce genre d'altération-là, puis ce genre de lessivage également. Une autre photo démontrer les énormes cavités que l'on a. On est toujours dans la zone poreuse. Vous pouvez voir ici l'hématisation qui est très intense. Même les minéraux ferromagnésiens commencent à être complètement remplacés par l'hématite. Maintenant, on se dirige vers
le cœur de la pegmatite. OK? Vous voyez la granulométrie extrêmement grossière, d'énormes cristaux de quartz. Ici, en noir, ce que l'on a, c'est des cristaux de fluorine. Okay? Puis on commence à trouver vraiment beaucoup de textures de remplacement au niveau de certains minéraux. D'autres exemples ici, la fluorine. On retrouve ici des feldspaths qui commencent à être totalement remplacés par la fluorine, puis également ici des minéraux de terre rares. OK, maintenant la minéralogie des terres rares, la zone B. Comme j'ai mentionné auparavant, on a une énorme variété de minéraux de terre rares astringiques. On a au-delà d'une centaine de minéraux de terre rares, mais bien entendu, parmi ceux-ci, il y en a d'autres qui sont vraiment en plus forte concentration. Donc, au niveau du zirconium, dans le gisement de la zone B, le zirconium se présente sous la forme de silicate. Entre autres, on a le guitaincite, l'elpidite et le zircon. Le niobium se présente, lui, encore là, sous la forme de silicate également, avec le pyrochlore. Les terres rares légères se présentent sous la forme de silicate, de carbonate et de phosphate. Donc, on retrouve des terres rares légères dans le pyrochlore, dans la lanite, la monazite, la basnacite et la parisite. Et finalement, les terres rares lourdes se présentent uniquement sous la forme de silicate. On le retrouve sous l'état la forme de gadolinite, kénosite, kéivite. Également, on retrouve des terres rares lourdes à l'intérieur des zircons. Puis on a également d'autres minéraux de terres rares lourdes présentement qui n'ont même pas de nom. Ici, juste pour donner un exemple, un peu des textures qu'on retrouve au niveau des pegmatites. Ici, c'est une photo à partir d'un microscope électronique. Ici, on a l'échelle de 100 microns. Okay. On a ici un cristal de pyrochlore. On peut voir que celui-ci a été fracturé, puis présentement, il est en train d'être remplacé par la fluorine, puis également le mélange ici de parisite, basnacite et également aussi gadolinite. On a un cristal ici d'amphibole, un cristal d'alanite. Puis ici, c'est un cristal qui est présentement en train d'être totalement remplacé par des minéraux de terre rare. Une dernière photo ici pour démontrer, on a ici, je pense que l'échelle est en bas, 200 microns ici. On a des cristaux ici en blanc de monacite. Okay. Les cristals de quartz. Également ici, on retrouve le pyrochlore qui est vraiment euhydral. Et on a ici des cristaux en gris pâle de gadolinite. On peut voir ici au niveau de la cartographie avec divers éléments que la monazite, très riche en cérium, la gadolinite ici, très riche en yttrium. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de la zone B? Puis aussi des travaux effectués par Questrare Minéral au cours des 3 dernières années, c'est qu'on peut finalement dire que ça a été 3 années de succès avec d'excellents résultats de forage. C'est sûr que ça a été extrêmement rapide, mais ce qui est vraiment bon dans tout ça, c'est qu'on a vraiment démontré un accroissement de nos ressources. On est passé de 2010 avec des ressources inférées de 115 millions de tonnes. En 2011, on a passé de des ressources inférées à des ressources indiquées de l'ordre de 140 millions de tonnes avec des ressources inférées de 90 millions de tonnes. Et tout dernièrement, on est rendu présentement avec des ressources de l'ordre de 280 millions de tonnes en ressources dans la catégorie indiquée, ce qui est excellent. Et puis surtout, ce qui est vraiment favorable ici au niveau du gisement, c'est vraiment le fait qu'on a une zone enrichie, très riche en pegmatite, avec une très forte concentration en minéraux de terre rare lourde. On parle d'une concentration de l'ordre de 50 le tonnage est extrêmement intéressant, 20 millions de tonnes, avec une teneur également aussi de 1,44 d'oxyde de terre rare. Ici, c'est juste pour vous indiquer dans un sens que
ici, les altérations qu'on en observe, la zonation, ce sont des outils présentement qu'on en utilise beaucoup au niveau de l'exploration. C'est sûr que, tantôt j'ai mentionné que l'intrusion a 6 km de diamètre. On croit que celle-ci, autrement dit, le sommet est bien préservé. Il y a quand même des fortes chances que l'on découvre encore là d'autres concentrations de lentilles de pegmatite. C'est juste une question d'effectuer les travaux d'exploration. Merci. Merci, Pierre. On n'aura pas le temps pour des questions. Je vous invite à rencontrer Pierre par la suite là, si vous avez des questions.